Bonjour et bienvenue à vous sur Matin TV. Alors, comment agir quand plusieurs salariés quittent l'entreprise en même temps? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui avec Anis Mohamed, DRH du multinational. Monsieur Anis, bonjour. Bonjour, Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. merci de m'avoir invité. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir avec vous sur les principaux motifs qui poussent les collaborateurs à quitter une entreprise. Très bien, voilà, c'est une très bonne question. En fait, il ne s'agit pas ici de parler des motifs traditionnels de départ des salariés, à savoir le départ à la retraite ou la retraite anticipée, mais de parler en fait des motifs qui peuvent acculer les employés actifs à quitter leur poste, pour ne pas dire leur entreprise, parce que c'est différent. On verra par la suite que ce n'est pas la même chose. Alors, les facteurs sont divers et variés. Donc, il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. On va essayer de les classifier par ordre d'importance. À mon humble avis, le premier facteur qui vient en pole position, c'est le malaise au travail. Qu'est-ce qu'on entend par un malaise au travail? Il peut être dû là aussi à des facteurs internes ou externes à l'entreprise. Interne, c'est quand les conditions de travail ne sont plus convenables pour le salarié, quand la communication est absente, quand quand le salarié ne se reconnaît plus dans les valeurs de l'entreprise qu'il emploie. Donc tous ces facteurs-là peuvent emmener le salarié à réfléchir à changer d'employeur ou à regarder ce qui se passe dans le marché. Autre facteur aussi très important, toujours dans les facteurs internes, c'est le rapport entre le salarié et son manager. Une enquête avait révélé que la plupart des salariés ne quittent pas leur employeur, ne quittent pas leur entreprise, mais quittent leur manager. Leur manager plutôt. Effectivement. Donc quand la relation avec le manager devient insupportable, le salarié réfléchit pour changer d'emploi. Il y a même au niveau de la législation française une notion qui s'appelle l'incompatibilité d'humeur. Ça peut nous paraître, nous au Maroc, quelque chose de bizarre, mais c'est un concept qui existe en France depuis très longtemps et qui, c'est pas qu'il légitime le licenciement du salarié, mais c'est l'une des raisons qui peut faire que le contrat peut être rompu entre le salarié et l'employeur. En deuxième position, le manque de reconnaissance, c'est très important, et c'est universel. Quand le salaire n'est pas à la hauteur de l'apport, de la contribution du salarié, quand le salarié, après avoir achevé un projet très important, n'a pas été récompensé à sa juste valeur, quand son N+1 ne lui tape pas régulièrement sur les épaules pour lui dire bravo, du beau travail, vous avez fait du beau travail, etc. Donc tout ça, ça pousse le salarié à ne pas se reconnaître dans l'entreprise qu'il emploie et à essayer de savoir pourquoi. Et quand il n'a pas de réponse, parce qu'on a dit dans le motif précédent qu'il n'y a pas de communication, donc quand il n'a pas de réponse à la question de pourquoi je ne suis pas récompensé à ma juste valeur, il commence à penser sérieusement à changer d'employeur. Et en troisième position, c'est la charge de travail. Très très important. Ah, vous placez la charge du travail en troisième position. Oui, quand elle n'est pas adaptée en fait à la capacité de délivrance du salarié. On sait tous que les bons patrons sont ceux qui réussissent à acculer le salarié, à donner le maximum de lui-même, à le pousser à ses derniers retranchements. Mais ça ne doit pas se faire en inadéquation avec sa vraie capacité à délivrer. Sinon, on le met en situation d'échec. On le met devant le mur, on surestime ses capacités à atteindre les objectifs. Et quand il ne les atteint pas, ça provoque en lui une certaine résistance par rapport aux objectifs qui lui seront fixés par la suite. Parce que déjà, il n'a pas atteint les objectifs qui lui ont été fixés, justement parce qu'il n'y a pas eu cette mesure de sa vraie capacité à délivrer. Quand on lui en fixe d'autres, il n'est pas motivé pour les atteindre. Bien sûr. Donc voilà. Donc ça, si je peux résumer, ce sont les trois raisons qui peuvent pousser le salarié à quitter son entreprise. Son employeur plutôt, pas son entreprise. Monsieur Anis, je rappelle que vous êtes DRH du multinational. Selon vous, quel peut être le coût des départs et des démissions pour l'entreprise? Alors,
Tout le monde le sait en fait. Le départ, ça peut engendrer des coûts très importants pour les entreprises. Mais selon mon humble expérience, les coûts peuvent être directs ou indirects. Bon, les coûts directs, tout le monde les connaît. La formation, le recrutement, l'accompagnement, les salaires qui ont été versés aux salariés, et surtout en fait si le départ intervient juste en période d'intégration. Donc c'est tout un effort qui a été fourni lors de la recherche du profil adapté, plusieurs séances de recrutement, paiement éventuellement d'un cabinet de recrutement pour pouvoir avoir le bon profil. Et puis au final, on se retrouve avec un salarié qui a quitté juste après avoir intégré l'entreprise. Donc on se dit que voilà, ça c'est un coût direct et ça pourrait être chiffré. Ça dépend des tailles de l'entreprise, mais il y a des entreprises qui peuvent le chiffrer au centime près, surtout au niveau du département contrôle de gestion. Donc ça, ce sont les coûts directs. Pour les coûts indirects, il y a l'image de marque de l'entreprise, parce que quand on enregistre un taux très important de départ après les premières semaines ou les premiers mois d'embauche, ça se sait. Et ça finit par se savoir et se propager. Donc l'entreprise, à ce moment-là, se retrouve dans une situation délicate parce que son image de marque est ternie et ça reflète aussi que son dispositif d'intégration n'est pas très solide. Donc ça, ce sont les coûts indirects d'un départ d'un salarié. On comprend très bien que le départ d'un salarié coûte cher à l'entreprise. Oui. Comment agir quand plusieurs salariés quittent en même temps l'entreprise? C'est une très bonne question. Je me souviens d'une phrase d'un écrivain français dans les années 40 qui s'appelle Georges Bernanos, qui avait dit on ne subit pas l'avenir, on le fait. Qu'est-ce que ça veut dire dans le monde de l'entreprise? Et là encore, la taille de l'entreprise, elle est très importante. Quand l'entreprise atteint une taille critique, il est préférable qu'elle puisse disposer de ce qu'on appelle des plans de gestion des risques. Autrement dit, l'entreprise doit savoir qu'est-ce qu'elle doit faire lorsqu'elle perd une bonne part de marché. Ou par exemple, quand il y a des barrières douanières qui ont fait qu'elle n'est plus en capacité d'importer les produits qu'elle vend. Que se passe-t-il lorsqu'un incendie survient dans son espace de stockage, etc. etc. Donc, des plans de gestion de risque. Et des départs en masse de salariés, ça doit faire partie aussi de ces scénarios-là contre lesquels l'entreprise doit être capable d'agir. Et qu'est-ce qu'il faut faire très exactement lorsqu'il s'agit d'un départ en masse de salariés? Alors, d'abord, il n'y a pas mieux que de détecter et d'anticiper la survenance d'un départ en masse. Comment? D'où vient le problème? Exactement. Comment? L'entreprise doit mettre en place un certain nombre d'outils qui lui permettent de donner des signes précurseurs d'un malaise ou un début de départ en masse. Comment? L'entreprise doit mettre en place, par exemple, régulièrement des enquêtes de satisfaction des salariés. Ces enquêtes de satisfaction des salariés doivent être adaptées à l'entreprise. Et la lecture et l'exploitation des réponses de ces enquêtes de satisfaction des salariés doit permettre à l'entreprise d'anticiper des problèmes de ce type-là. Si, par exemple, je n'ai pas encore enregistré des départs, mais 30 ou 40 ou 50% des salariés ayant répondu à l'enquête de satisfaction me disent que si les conditions de travail ne sont pas améliorées, nous avons l'intention de quitter l'entreprise. Donc là, c'est un signal d'alarme qui doit se déclencher pour pouvoir agir rapidement et répondre rapidement à la demande des salariés, pour ne citer que cet exemple-là. C'est fiable comme outil? Oui, s'il est fait à intervalles réguliers et s'il est fait d'une manière transparente et anonyme, surtout, pour ne pas orienter les réponses des salariés. Donc, les enquêtes internes de satisfaction. Il y a aussi ce qu'on appelle l'exit interview, c'est-à-dire l'entretien de départ. De départ. Oui, quand on a une première démission, on ne doit pas la prendre à la légère, on doit recevoir le salarié, faire une tentative de rétention, bien évidemment, et puis lui poser la question clairement, pourquoi vous avez l'intention de quitter? S'il me dit parce que j'ai trouvé mieux chez la concurrence, et que je me rends compte qu'il y a un concurrent qui vient de pénétrer le même marché, et qu'il a placé le salaire à l'entrée à un niveau supérieur au mien, je dois me poser des questions. Donc cela voudrait dire qu'il y en a d'autres qui peut-être vont lui emboîter le pas et vont devoir quitter. Donc à ce moment-là, il va falloir que je revoie mon système de rémunération, entre autres. Donc il y a aussi les enquêtes internes et l'exploitation surtout des exit interviews. Et par la suite,
Si par contre, après avoir déployé tout ça, l'employeur est pris de court, il subit, il n'a pas vu venir un départ en masse, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? C'est peut-être ça votre question. C'est-à-dire qu'une fois après, une fois que tous ces éléments n'ont rien donné, il n'y a pas eu d'alerte, etc., on fait quoi? Et bien, tout simplement, à ce moment-là, l'employeur doit puiser dans sa gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans sa boîte à outils de GPEC, qu'il doit mettre à l'épreuve pour voir est-ce qu'elle peut répondre à cette situation ou pas. Autrement dit, est-ce qu'il était en mesure de préparer la relève ou bien il dépendait de personnes qu'il avait mis dans des postes clés et s'ils partent, tout va s'effondrer. Donc, il doit disposer d'une bonne boîte à outils en termes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc ça, c'est la réponse à un départ en masse s'il survient. Puis après, la gestion des risques dont j'ai parlé tout à l'heure, quelle que soit la taille de l'entreprise, en tout cas, les dirigeants de l'entreprise doivent être outillés de plans de gestion de risque, et notamment en termes de ressources humaines. Parce que par la suite, pour les autres, en fait, pour les autres aspects, on a des assurances pour ça. S'il y a un incendie qui survient, il y a l'assurance, on dépose le dossier, on est assuré, on est remboursé. Par contre, il faut mettre en place ce qu'on appelle les plans de gestion de risque en termes RH. Surtout quand il y a, par exemple, un arrêt de production, une grève sauvage ou du débrayage ou l'exemple que vous venez de citer, à savoir un départ massif. Il y a un autre volet qui me paraît important, c'est le fait de recréer un climat de confiance en interne. Parce que le départ en masse, ça peut aussi, c'est contagieux peut-être, ça peut aussi influencer les autres collaborateurs. Alors oui, ça c'est très important aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait faire après une vague de départ? Là aussi, ça dépend. Est-ce que l'entreprise dispose d'un plan de gestion de risque ou pas? Si elle en dispose, à ce moment-là, la relève est assurée. On a déjà formé les managers de demain. On sait pertinemment qu'ils sont pressentis pour occuper la place de leur N+1. Donc là, le problème, c'est pas qu'ils ne s'opposent pas, mais ils ne s'opposent pas dans les mêmes proportions que si on n'avait pas carrément de plan de gestion de risque. Mais on va partir plus loin et dire que l'entreprise ne dispose pas de plan de gestion de risque. On fait quoi? On fait quoi? Tout simplement, il ne faut pas céder à la panique. Généralement, quand on est à des postes de responsabilité, à des postes de direction, il ne faut pas céder à la panique face à ces situations-là. Il y a la loi qui permet un minimum de garantie, à savoir le préavis, qui nous permet d'agir vite pour pouvoir préparer la relève. Donc, il faut savoir gérer cette période de transition. Comment? Il faut améliorer la communication. Il faut être transparent avec les collaborateurs, en tout cas ceux qui restent, et avec les clients aussi. Il ne faut pas essayer de mettre la poussière sous le tapis pour dire que la salle est propre et que tout va bien, etc. Non, il faudrait communiquer et avoir la communication comme maître mot de cette période de transition, aussi bien vis-à-vis des clients que vis-à-vis des salariés. Puis après, il faut mettre en place un certain nombre d'actions pour pouvoir ressouder les équipes qui ont choisi de rester. Parce que ces équipes-là, doivent être récompensées parce qu'ils ont choisi de ne pas sauter du navire alors qu'il était en train de couler. Donc ces équipes-là doivent être récompensées. Comment? En les accompagnant, en les formant, si ça n'a pas été déjà fait, pour pouvoir les préparer aux défis de demain. Et puis, une fois qu'on commence un petit peu à sortir de cette situation de crise, si on peut l'appeler comme ça, va falloir penser à un team building, par exemple, pour pouvoir recréer des liens avec les équipes en place, faire en sorte qu'elles s'identifient aux valeurs de l'entreprise qu'ils ont choisi au sein de laquelle ils ont choisi de travailler et au sein de laquelle ils ont choisi de rester et de ne pas suivre les autres qui sont partis. Voilà. Monsieur Anis, merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi notre épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel expert, de nouveaux conseils.